L'année 2020 sera la dernière année du dispositif de contractualisation. Sera-t-il reconduit et reconduit suivant les mêmes modalités? Nous pourrons alors peut-être interroger Monsieur le Préfet à ce sujet. Ce dispositif qui se voulait vertueux devait inciter les collectivités à limiter l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement afin de participer à la réduction de la dette publique. Dans ce domaine, nous sommes d'accord sur le fait que chacun doit y prendre sa part. Si l'État est loin d'être un modèle en la matière, on aura constaté l'adaptation gestionnaire permanente des collectivités face aux circonstances nouvelles, et cela pour une bonne raison, et non pas le choix, et ne peuvent pas présenter un budget et des comptes en déficit de fonctionnement. Ce principe d'une hausse inférieure à 1,2% exclut pour l'instant toute prise en compte des recettes de la collectivité. Cela nous oblige régulièrement, ces derniers temps, à solliciter la préfecture afin de s'assurer que ces recettes supplémentaires abondées par l'État sur les sujets jugés prioritaires au niveau national, comme celui de la lutte contre la pauvreté, ou bientôt le plan dédié à la protection de l'enfance, couvrent les dépenses supplémentaires qui seront bien retraitées du pacte de Cahors. Alexandrine Leclerc ne manquera pas d'interroger Monsieur le Préfet à ce sujet. Ces réticences et précautions financières pourraient apparaître comme un peu exagérées au regard de la santé de notre département. Oui, il se porte plutôt bien, car depuis des années maintenant, un effort de gestion est porté, notamment par la présidente de la Commission des finances, mais cela dans la droite ligne des efforts consentis par ceux qui l'ont précédé dans ses fonctions. Cela permet ainsi à notre collectivité de rester ambitieuse pour le développement de notre département. Ainsi, le programme d'investissement réalisé s'élèvera en 2019 à plus de 130 millions d'euros. Il devrait être encore en hausse en 2020. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une dégradation financière. Gouverner, c'est prévoir. C'est pourquoi les dernières mesures adoptées par le Parlement à la demande du gouvernement sont susceptibles de nous interroger. Au regard des contraintes financières et de certaines incertitudes, seule la prévision d'une trajectoire plane de nos dépenses de fonctionnement permettra de respecter les engagements du projet de mandat. L'un des sujets majeurs pour l'avenir des départements reste tout de même la fiscalité, comme je l'avais déjà expliqué lors de notre dernière session. La perte du dernier levier fiscal pour les départements, traduit dans le PLF 2020, et son impact dès 2021, avec des effets collatéraux attendus non négligeables, reste le fait marquant de cette fin d'année, tant pour les départements que pour les communes, qui restent aussi dans l'expectative. La motion adoptée le 18 octobre 2019 par l'Assemblée des départements de France, lors de son 89e congrès à Bourges, témoigne de la colère des départements qui revendiquent le respect impératif de leur autonomie financière et leur liberté fiscale. Le rejet de demande de déplafonnement des DMTO a également été un point de désaccord important avec le gouvernement. En effet, la hausse de 0,2 points du taux de DMTO, aujourd'hui plafonné à 4,5%, aurait pu redonner à l'ensemble des départements un levier fiscal et produire un gain global annuel de 500 millions d'euros. Comme l'indique l'Association des administrateurs territoriaux, échanger la taxe foncier bâti contre la TVA n'est pas sans risque. L'aspect cyclique de la TVA fait que cette recette stagnera ou baissera lors de la prochaine crise économique, au moment où les départements devront l'amortir par leurs dépenses sociales. Il y a là un hiatus évident. Rappelons que chaque année, les départements de France consacrent 70 milliards d'euros à l'amélioration des conditions de vie des Français dans leur quotidien. Routes, collèges, culture, sport, numérique, accompagnement des plus démunis, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. L'État a transféré de nombreuses dépenses sociales dont les modalités de versement sont décidées par le gouvernement sans les compenser financièrement. Si bien que chaque année, cette dette s'accumule et l'État doit ainsi à l'ensemble des départements plus de 11 milliards d'euros. Un seul exemple d'actualité, nos sapeurs-pompiers, payés par le département et les communes. Ils font que ce ministère de la Santé ne fait plus, à travers les carences d'ambulanciers privés et les interventions non urgentes, voire même programmées. C'est pour ces raisons que nous devons rester vigilants. La perte de l'autonomie financière, dont les premiers effets se traduiront en 2021, ne doit en aucun cas cependant porter atteinte à la volonté d'agir du département, mais au contraire, l'inciter à engager toujours plus d'actions. Nous devons pour cela privilégier l'innovation et la transformation afin de maintenir le cap et préserver nos politiques publiques. Ces principes doivent innerver l'ensemble de l'action départementale, avec une vision très transversale.
Dans cette perspective, l'usage de nouvelles technologies est un véritable atout. Toute l'équipe du projet BeGood était rassemblée mardi 19 novembre au Salon des maires pour recevoir le prix de la Smart City. Voilà, donc ce prix qui a été remis. Voilà, donc vous pouvez le voir, je vous le ferai passer. Ce trophée vient récompenser une action départementale que notre département mène dans un cadre européen afin de faciliter et sécuriser les déplacements des Loiretains. En favorisant l'ouverture des données et les collaborations publiques-privées par de multiples partenariats, notamment gendarmerie, assurance, Coyote, Waze, le Loiret montre encore une fois sa capacité à fédérer autour de lui pour créer ces services innovants aux usagers. À noter qu'Orléans Métropole fait partie intégrante du projet en relevant, elle aussi, un challenge dans le projet européen BeGood. Un grand merci à Christian Brault, élu départemental, référent aux directions des systèmes d'information, des infrastructures, de la communication, des services au territoire qui se mobilisent depuis 3 ans pour améliorer notre cadre de vie avec les nouvelles technologies. L'application ViaPro a été lancée à Châteauneuf-sur-Loire devant les collectivités et les entreprises, avec la participation des agences routières, de la gendarmerie, du SAMU et du SDIS. Quant à Via Facile, elle sera lancée au printemps prochain. Cette application offrira aux Loiretains toute l'information nécessaire à leur déplacement, renseignée par les réseaux sociaux et les gestionnaires d'infrastructures. C'est aussi aux Loiretains de s'emparer de leur avenir. C'est pourquoi la participation citoyenne est au cœur de nos préoccupations. Le département du Loiret a fait partie des premiers départements de France à initier des budgets participatifs, d'abord sur ses parcs, puis pour l'étang de la Vallée, et le dernier sera pour les collèges sur le thème de l'environnement. De même, à plusieurs reprises, l'avis des Loiretains a été recherché à l'issue de la réalisation de travaux d'infrastructure. Si la transformation peut être initiée par les pouvoirs publics, elle ne fonctionne que si elle est partagée par les habitants. Nous avons ainsi lancé une grande consultation citoyenne avec la Chambre d'agriculture dans le cadre du plan alimentaire territorial. Et cela afin de mieux cerner leurs habitudes, leurs pratiques alimentaires et leurs attentes. À ce jour, plus de 2600 réponses à l'enquête ont déjà été enregistrées. À terme, l'objectif est de relocaliser l'alimentation des Loiretains en mobilisant l'ensemble des acteurs professionnels, agriculteurs, artisans, restaurateurs, transformateurs, restauration collective et grande distribution, pour valoriser les produits locaux de qualité et de saison. Nous aurons l'occasion d'en reparler demain. L'agriculture demeure une activité économique très importante pour notre territoire. Laurence Bellet nous présentera l'engagement du département en faveur du monde agricole, qui s'élève en 2019 à plus d'1 million d'euros. Nous sommes ainsi mobilisés pour accompagner cette agriculture en transition. APROLOCAL s'appliquera à la restauration collective à destination de nos collèges, mais aussi des lycées et des écoles. Cela s'inscrit pleinement dans le cap fixé en juin dernier avec le Loiret Planète en tête. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le département veut agir au quotidien et prendre sa part dans la transition écologique et énergétique. Réorganisation de ces services avec la création d'une direction des canaux et de l'environnement, recrutement en cours d'un chargé de projet Loiret Planète en tête et d'un thermicien pour lequel nous répondons à un appel à projet afin d'obtenir des financements européens. Lancement d'une mesure de notre empreinte carbone. Budget participatif de 80 000 € dans les collèges. J'étais récemment au collège Max Jacob à Saint-Jean-de-la-Ruelle avec Christophe Chailloux pour la plantation de 20 arbres mellifères aux abords d'établissement. Souhaitant encourager le développement durable, le département a financé ces arbres. Je pense que nous devons participer avec l'Éducation nationale à soutenir cet élan citoyen chez les jeunes générations. Nous travaillons ainsi à l'animation des éco-délégués dans les collèges. 2020 sera également l'année du premier parcours citoyen environnement qui sera proposé aux jeunes Loiretains lors des vacances de printemps avec un hébergement au domaine du Ciran et l'intervention de plusieurs associations de protection de la biodiversité et de l'environnement ainsi que l'ONF. Échanger régulièrement avec la jeunesse fait partie de nos responsabilités. Les écouter, recueillir leurs rêves, comprendre leurs inquiétudes, leur apporter aussi de l'information. À cet égard, j'ai également reçu des représentants du mouvement Youth for Climate. Même si les deux jeunes avaient soigneusement préparé cette rencontre et suivaient leur feuille de route dactylographiée très documentée, semblable à l'argumentaire du village de Loire, nous avons pu avoir une discussion de fond sur le projet de déviation de Jargeau et de construction du nouveau pont sur la Loire, ainsi qu'un grand nombre de sujets concernant le climat.
En tant que responsable politique, il est important d'entendre toutes les positions. Ce fut l'occasion pour moi aussi de rappeler les attentes de la population locale qui souhaite voir réduire le trafic routier dans leurs bourgs. Si la tendance actuelle dans toutes les grandes villes et métropoles est de réduire la circulation des véhicules dans le centre pour limiter notamment la pollution des rejets de CO2, pourquoi la même logique ne pourrait-elle pas prévaloir dans les bourgs et les villes plus petites ? Sans compter que l'enjeu actuel est de rafraîchir les zones urbaines en végétalisant davantage, en redonnant des espaces urbains aux piétons et aux cyclistes. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, ce projet ne vise pas à plus de métropolisation. Cela doit permettre justement à une partie du territoire rural de pouvoir continuer à vivre durablement, sans être obligé dans un futur proche à devoir se reloger dans la métropole pour des raisons purement pratiques. Le département est la collectivité garante des équilibres du territoire. Une enquête récente du Cevipof démontre que 45% des Français préfèrent vivre à la campagne, 41% dans une ville moyenne et seulement 13% dans une métropole. Ces résultats nuancent l'idée reçue que les métropoles sont des centres qui attirent toutes les convoitises, alors que le rural ne serait plus qu'un espace de relégation pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité d'aller ailleurs. Or, on aura constaté la volonté évidente chez nos concitoyens de se rapprocher de la nature. C'est un peu en substance ce que j'expliquais à ces jeunes mineurs non accompagnés qui sont hébergés sur le foyer d'Ouzoir-sur-Loire. Il n'y a rien de dégradant à vivre et à placer des mineurs à la campagne. Ils bénéficient toujours d'un toit, de repas et profitent dans ce dispositif d'un encadrement par les adultes. Là aussi, nous pouvons assumer la transformation. Le flux constant et rapide des arrivées de ces jeunes étrangers avait conduit la collectivité ces dernières années à avoir recours à l'hôtellerie. Cette formule d'urgence ne s'avère pas satisfaisante. Voilà pourquoi le département, et notamment après avoir entendu toutes les critiques formulées par les associations engagées sur ce sujet, a décidé d'avoir recours au site d'Ouzoir-sur-Loire, géré par l'association Imanis, reconnue par tous pour son professionnalisme. Par ailleurs, vous sera présenté cet après-midi dans un mode d'hébergement et d'accompagnement baptisé DELAY, pour dispositif expérimental par le logement pour l'autonomie et l'insertion. Dans un premier temps destiné aux MNA, puis aux autres mineurs de l'ASE, il aura vocation à accompagner des jeunes vers l'autonomie et à les inscrire dans les vies économiques, associatives et culturelles locales sur tout le territoire loretain. Il sera mis en œuvre par 3 associations conventionnées, la Fondation Val-de-Loire, la Vie au Grand Air, les Priorités Enfance et AIDAFI. Comme vous le savez, ce sujet de la protection de l'enfance est au cœur de l'actualité puisqu'un mouvement social s'est déroulé le 28 novembre dernier et se poursuit encore aujourd'hui. Nous avons reçu une délégation syndicale avec Pauline Martin et Alexandrine Leclerc. Des remarques et inquiétudes ont été formulées. Une lettre ouverte nous a été transmise également. Nous nous sommes engagés à apporter des réponses pour chacun des éléments soulevés. Dans le souci de passer de la parole à l'opérationnel, il sera proposé que des représentants professionnels soient associés à divers groupes de travail déjà lancés. Celui de la vision de l'accueil d'urgence, celui de la création d'une unité centralisée dédiée à la mission des agréments des assistants familiaux, par exemple. Je sais que la question de la maison de l'enfance est particulièrement compliquée du fait d'arrivées nombreuses ces derniers jours, mais aussi par des situations individuelles de jeunes devenues difficiles à appréhender par les personnels. Je tenais à rappeler que le département a décidé d'augmenter le nombre de places à la MDE, passant de 40 à 60. Nous nous sommes donc engagés à mettre en adéquation les moyens de la MDE avec ces missions qui sont en train d'être reprécisées avec les représentants de chaque pôle. Des travaux de réaménagement du bâtiment, dont les plans ont été définis conjointement avec les équipes, ont été lancés pour rendre plus fonctionnel et plus adapté. Cela s'accompagne d'un plan de recrutement qui est en cours. Quoi qu'il en soit, 2 journées de l'enfance auront lieu en 2020. Comme ce fut le cas en 2019. Elles devront permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, au-delà des services départementaux, et je sais qu'Alexandrine Leclerc reste très mobilisée sur toutes ces questions. À cet égard, une réflexion active porte aujourd'hui sur l'ouverture d'une structure disposant d'une triple habilitation dans le département, avec l'ARS et la PJJ. La question étant la prise en charge des mineurs relevant à la fois de l'ASE, de la PJJ ou de la psychiatrie. Le plan national 2020-2022, annoncé par le secrétaire d'État Adrien Taquet, pourrait permettre en la matière de nous aider à transformer l'action de nos services. Si nous souhaitons profiter de cet élan national, il reste cependant à reconnaître les modalités et les financements que l'État y consacrera.
Sachez que pour ma part, j'ai déjà écrit à Monsieur le Préfet pour lui signifier notre volonté d'engager dès que possible les discussions qui permettront de rentrer le plus vite possible dans l'action, en veillant à ce que toute dépense nouvelle soit retraitée du pacte de Cahors. Cette question complexe trouvera également une réponse dans la réflexion conduite par la collectivité sur la réorganisation des maisons du département. Là aussi, la transformation et l'innovation devront nous permettre en 2020 de pouvoir proposer un fonctionnement plus opérant et fluide, ainsi qu'une meilleure harmonisation dans le traitement des demandes des usagers, quel que soit le bassin de vie dans le Loiret. Pour préserver nos politiques publiques et être au maximum en adéquation avec les attentes de nos concitoyens, nous devons ainsi privilégier l'innovation et la transformation. Dans cette réflexion globale, la simplification des procédures reste un enjeu majeur et doit permettre au département d'agir avec plus de souplesse auprès des territoires et des populations, en évitant toute redondance inutile. Notre expérience avec Cap Loiret doit être un modèle pour l'ensemble de nos secteurs d'intervention. Les communes et les maires l'ont clairement plébiscité. Avec le renouvellement important des conseils municipaux en mars prochain, les attentes futures des élus seront encore plus fortes. Je vous invite d'ores et déjà à réserver la date du 25 janvier. La traditionnelle rencontre des maires se déroulera cette fois-ci à la halle du château de Chamerolles et nous profiterons de cette journée pour mettre à l'honneur l'ensemble des maires qui ont choisi de ne pas se représenter en 2020. Pour conclure, en cette dernière session de l'année, nous pouvons constater encore une fois que les deux principes, l'écoute et la proximité, ont conduit pleinement notre action tout au long de l'année. Cet état d'esprit doit être entretenu et cultivé par tous, élus et agents du département, car il est devenu la véritable marque de notre collectivité. Voilà, je vous remercie, et donc je laisse la parole aux élus qui sont devant moi. Bien. Des interventions. Christophe Chailloux. Monsieur le Président, mes chers collègues, simplement intervenir sur un point que vous avez vous-même développé, Monsieur le Président, c'est la question de la protection de l'enfance, puisque nous avons reçu un document particulièrement fourni, complet, sur un certain nombre de problématiques. Un certain nombre de questions qui sont posées nous interpellent fortement. Et d'ailleurs, vous-même y avez déjà apporté quelques éléments de réponse. Je crois que personne n'ignore la difficulté du sujet, y compris, nous sommes tous conscients de la grande fragilité et complexité d'un certain nombre de situations. Moi, je le vois dans ma commune, un certain nombre de jeunes, de gamins qui sont dans des situations très familiales très compliquées, sociales très compliquées. Et nous savons combien la prise en charge de ces jeunes dans ces situations très complexes s'avère difficile pour les collectivités. Et donc, ça pose d'autant d'enjeux et de défis pour un département comme le nôtre. Néanmoins, un certain nombre de questions qui sont posées à travers ce document méritent des réponses. Méritent peut-être, dans un premier temps, qu'on soit pleinement, les uns et les autres, informés de la situation. Parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles vous avez sans doute des réponses à apporter, sans doute les services ont des réponses à apporter. La suggestion que je pourrais faire peut-être, c'est que nous puissions avoir une sorte de commission générale dans les semaines qui viennent, en début d'année, parce que je ne suis pas certain que, d'abord, il faut ingurgiter 25 pages avec beaucoup de choses. Il y a sans doute beaucoup de réponses, y compris techniques, qui existent. Donc, si vous pouviez accepter cette proposition qui est de dire nous réunir en janvier avec un document des services qui permettrait peut-être déjà d'avoir un certain nombre d'éléments et de nous évoquer les enjeux essentiels, y compris en termes financiers. Parce qu'il y a un certain nombre de demandes qui sont formulées. Certaines, a priori, paraissent assez justifiées, mais ont un coût pour la collectivité. J'évoquais lors de la précédente session que lorsqu'il y a des excédents, et c'est le cas, alors vous allez nous dire, à l'occasion du débat en budgétaire, que de nouveau c'est compliqué, etc. Mais on sait que, y compris cette année, il y a quelques excédents, donc peut-être que, et nous l'évoquions lors de la session passée, il y a peut-être quelques urgences sur lesquelles il faut intervenir, d'ailleurs sur lesquelles vous avez vous-même déjà indiqué un certain nombre d'éléments. Donc je crois qu'il serait vraiment, compte tenu du fait qu'on est là au cœur des compétences du département, qu'on est sur un sujet qui nous interpelle, y compris parce qu'il s'agit d'enfants, de jeunes, et que notre responsabilité à tous,
c'est aussi de faire en sorte que chacun soit traité de façon la plus respectueuse et la plus digne. Et donc que l'on soit, et c'est vraiment ma demande, pleinement informé, concerté, qu'on puisse éventuellement, dans le cadre de cette commission générale, recevoir, y compris des représentants de ceux qui ont un certain nombre de revendications. Tout c'est normal. Dans la période que nous connaissons, rien ne vaut mieux que le dialogue, quand même, semble-t-il, y compris sur des sujets comme cela, parce qu'après, on voit les résultats. Donc, il ne s'agit pas ici de considérer que tout ce qui est dit dans ce document est a priori fondé, mais le souhait des élus que nous sommes d'être informés, de voir quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités. Et puis un tout dernier point, Monsieur le Président, vous dire que sur ce que vous avez évoqué quant au choix qui vous a conduit à proposer d'ouvrir à Ouzouer-sur-Loire un lieu d'accueil pour un certain nombre de jeunes. Je veux vous dire que sur ce sujet-là, nous soutenons pleinement la décision que vous avez prise. Rien n'est pire que la situation qui existait avec un accueil à l'hôtel dont on sait que c'est propice à tous les trafics, à toutes les situations les plus inhumaines qu'ils soient. Alors après, qu'il y ait des difficultés au quotidien à gérer, sans doute que des collègues vont l'exprimer, mais je veux redire que sur ce point-là, il me semble que la décision que vous avez prise, elle est fondée. Et que la difficulté, c'est qu'elle doit s'accompagner maintenant, y compris d'autres décisions et d'autres lieux, parce qu'on sait bien que c'est un peu la difficulté, mais qu'en tout cas, la situation qui existait, y compris sur Orléans, elle n'était plus tenable. Et donc, il fallait de toute façon intervenir. Et donc, sur ce plan-là, je vais vous donner acte que la décision que vous avez prise, elle nous semblait fondée et humaine. Et donc, je voulais aussi le redire à cette occasion. Bien, merci pour votre intervention. Sur l'idée d'une commission générale, oui, je pense qu'on est tous d'accord et ça fera l'objet d'une réunion fin janvier lors de la session. Nous avons notre session budgétaire fin janvier et on pourra justement évoquer pendant peut-être une heure ou deux toute cette problématique liée à la protection de l'enfance. Je pense que c'est un sujet évidemment sur lequel nous sommes tous très sensibles. Je vais laisser après Alexandrine qui répondra point par point, mais et puis Pauline peut-être aussi. Sur la MDE, c'est vrai, je l'ai signalé, les travaux sont en cours. Moi, j'ai tenu à ce que les équipes soient associées justement à la conception du bâtiment tel qu'on peut le rénover. Donc ça, c'était important parce que c'est ceux qui les utilisent qui sont à même de nous dire voilà comment on peut s'organiser et comment on voit les choses au niveau de la restructuration du bâtiment. Pour l'adaptation au niveau des moyens humains, oui, il y a des recrutements en cours. C'est toujours assez long, malheureusement. Donc là aussi, on doit être très vigilant sur la qualité des agents qui sont recrutés, évidemment. Sur l'excédent, ça, je pense que Pauline apportera des réponses, mais on a aussi à cœur de désendetter. Je pense que c'est aussi une pratique qui est vertueuse, je dirais. Par rapport aux Ouzouer-sur-Loire, oui, dont acte, mais je pense qu'il y aura d'autres questions sur ce sujet-là. Mais effectivement, pour moi, c'est quand même la meilleure solution pour au moins les primo-arrivants, c'est de les accueillir, leur donner un toit, déjà, c'est ce qui est fait à Ouzouer-sur-Loire. Et puis, pour ceux qui sont en attente d'orientation, là aussi, ils ont un toit, ils ont des personnes qui s'occupent d'eux. Après, il y aura sûrement des discussions sur les autres jeunes. Alexandrine ? Je suis tout à fait d'accord sur l'idée d'une commission générale. Effectivement, la protection de l'enfance dans son ensemble est assez complexe, avec des problématiques très diverses. Il faut bien distinguer en fait les difficultés que nous connaissons et que les agents connaissent à la MDE. Donc il y a la MDE d'un côté, il y a le sujet des mineurs non accompagnés, et puis il y a l'ASE, la protection de l'enfance. Donc voilà, je crois que lors de cette commission générale, il sera important de faire un focus sur ces trois aspects de la protection de l'enfance dans son intégralité. Sachant qu'effectivement, au sujet de la maison de l'enfance, les alertes par les représentants syndicaux ou voilà, ce n'est pas récent. Donc, on travaille depuis un certain temps à l'amélioration
on va dire, des pratiques professionnelles, mais aussi de la prise en charge surtout des enfants. Des groupes de travail existent déjà. Nous n'avons pas attendu ce mouvement de grève pour les mettre en œuvre. Maintenant, il faut que ça poursuive, la réflexion, les équipes en groupe de travail. Et voilà, on va arriver à des pistes, c'est certain. Ça demande un peu de temps, sachant que nous arrivons aussi au terme. Donc, dans quelques semaines, nous aurons enfin un directeur de la maison de l'enfance aussi. On arrive au terme des recrutements. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le président l'a évoqué. C'est vrai qu'on a aussi longtemps cherché des solutions. Le site d'Ozoir-sur-Loire a été on va dire, aménagé, et donc voilà, est aujourd'hui occupé par des jeunes avec les difficultés dont nous avons connaissance aussi. Mais là aussi, c'est de l'adaptation et on peut toujours aller vers l'amélioration. Et puis enfin, je dirais, au sujet de l'aide sociale à l'enfance, le plan taquet, si je peux l'appeler comme ça, sur la protection de l'enfance, avec 22 propositions. Nous nous inscrivons et nous allons contractualiser dans le cadre de ce plan taquet sur plusieurs axes auxquels nous répondrons positivement, et donc nous signerons. Voilà. Voilà, tout à fait. Je suis toujours très, très attentif à la concertation, à l'écoute. Ça, je pense que je l'ai montré et ça se poursuivra. Et effectivement, ces groupes de travail pourront travailler, si on peut dire. Ils sont en place avec des organisations syndicales. Ça me paraît quoi de plus normal. Et puis, il y a l'Observatoire aussi, hein, qui doit peut-être se réunir un peu plus souvent, peut-être 3 fois au lieu de 2. D'accord, vas-y. Oui, pardon, Président. Il faut savoir que dans tous les départements, et donc le Loiret ne fait pas exception, il y a ce qu'on appelle un observatoire départemental de la protection de l'enfance. On le réunit en fait en plénière 2 fois par an, et entre-temps, évidemment, à nouveau des groupes de réflexion, de travail sur des thématiques diverses qui concernent le champ de la protection de l'enfance se réunissent et avancent. D'où, et vous le verrez lors de cette session, dans les rapports qui sont en délibération, voilà, on a pu avancer sur un référentiel de pratiques professionnelles pour les enfants accueillis en maison d'enfants à caractère social. Voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont travaillés dans ces commissions, on va dire, ad hoc de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Étant donné effectivement les mouvements de grève et manifestations que l'on connaît cet automne, nous avons réuni l'Observatoire il y a maintenant quelques semaines. Nous le réunirons à nouveau en janvier, parce que ça me semble important, et je sens poindre une urgence. Voilà. Très bien, effectivement. Moi, j'ai à cœur aussi de lutter contre une certaine inertie qu'on peut avoir sur une grosse collectivité comme la nôtre. Ça, Luc Chaperon le sait, hein, et c'est un gros travail qui est mené aussi. Pauline le sait aussi parfaitement avec toutes les équipes du département, qu'on soit plus agile, qu'on soit... Voilà, mais c'est plus réactif. Oui. Voilà, il y avait Olivier Geffroy qui avait demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais rebondir sur le sujet de l'hébergement des mineurs non accompagnés, mais pas sous l'angle financier, comme ma casquette de rapporteur général du budget pourrait me conduire à le faire, mais vraiment sur les conditions d'hébergement, et me retrouver tout à fait dans ce qu'a dit notre collègue Christophe Chailloux et de ce qu'a dit évidemment Alexandrine, et ce que vous avez dit vous-même, Monsieur le Président. Ça fait un certain nombre de mois que nous dialoguons sur le sujet, et les conseillers départementaux orléanais vous ont fait remonter un certain nombre de sujets sur effectivement cette modalité de l'hébergement en hôtel, qui est déjà compliqué pour des adultes, mais alors qui pour des mineurs ne convient absolument pas. Et vous avez engagé, et je voudrais vraiment vous en remercier, une réflexion à l'échelle départementale pour essayer de trouver des alternatives, et Dieu sait si ça n'est pas un sujet facile. Et je voudrais remercier nos collègues d'Ozoir-sur-Loire de jouer cette solidarité départementale, parce qu'elle a vraiment un sens, et je suis totalement convaincu
que nous n'avons pas intérêt, les uns et les autres, à créer des endroits où on n'héberge pas de manière digne, de manière satisfaisante ces jeunes qui nous viennent du bout du monde et à qui nous devons assistance. Votre visite a précédé de quelques jours, et c'est un hasard du calendrier, la fermeture d'un des hôtels dans lequel il n'y en avait pas au moment de la fermeture, il n'y en avait plus au moment de la fermeture, mais l'un des hôtels qui hébergeait des mineurs non accompagnés. C'est sur notre canton, avec Alexandrine, dans le secteur Bourgogne. Cet hôtel a fait l'objet d'un certain nombre de signalements de ma part, alors non pas comme conseiller départemental, mais comme maire adjoint d'Orléans chargé de la sécurité, d'une part auprès du procureur de la République et d'autre part auprès du préfet et auprès de vous-même aussi, Monsieur le Président. Il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient, des problèmes liés à des suspicions de trafic. Je parle de trafic de stupéfiants, je parle de suspicions de prostitution, et également la question du bâtiment lui-même était en question. Et il a fallu, et je le remercie aussi, le procureur de la République, une réquisition judiciaire pour qu'il y ait un contrôle qui soit effectué sur l'établissement et qui a donné lieu le jour même à sa fermeture. Pour des motifs qui ne sont quand même pas neutres et qui ne sont pas anodins, vous en jugerez par vous-même, mais vous le savez très bien, insalubrité et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien et ça doit nous amener vraiment à, je dirais, à poursuivre complètement dans la voie que vous avez pu ouvrir. Et peut-être aujourd'hui, maintenant que le site d'Ozoir est ouvert, qui mérite sans doute peut-être encore des ajustements, mais pour l'essentiel, les fondements sont posés, peut-être maintenant à travailler à la recherche d'un autre site, parce que même si les flux semblent se tarir aujourd'hui, la problématique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et le dispositif que vous avez mis en place me semble de nature à, comment dire, à consolider notre action de manière pérenne, humaine et je dirais plutôt efficace. Donc c'est plutôt des remerciements que je voulais vous adresser et puis surtout un encouragement à continuer. Je vous remercie. Merci. Effectivement, je pense que l'option est perfectible, hein, tout est perfectible et on y travaillera avec Imanis très rapidement. J'avais dans l'ordre, attendez, j'avais Michel Bréfy, Frédéric Nérot, ensuite j'aurais Marie-Agnès Courroy, Hélène Norme. Allez, on y va on commence par. Allez, Michel. En ce qui me concerne, c'est pas sur ce sujet-là que je voulais intervenir. Alors donc, s'il y a d'autres intervenants sur ce sujet, je leur laisse la parole. Alors, qui avait intervenu? Alors, il y avait Hélène Norme et alors Marie-Agnès Courroy, puis Hélène Norme après. Non, je voulais vous remercier déjà de me donner la parole au sujet donc des mineurs non accompagnés, et puis vous remercier d'avoir permis cette visite avec Thierry Solé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu un soir entre 6h30 et 9h, et on a passé du temps avec ces jeunes, et il me semble intéressant de voir un petit peu avec vous comment les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu 3 temps. Un premier temps où on a été accueillis par les responsables, on a visité les locaux et parlé de façon informelle avec les jeunes. Et ça a été vraiment un très beau moment parce qu'on avait certains jeunes qui venaient vraiment en toute confiance et qui avaient envie de parler, qui avaient des demandes, hein, pas assez de nourriture, ils ont faim apparemment. Et je pense que c'est un petit peu possible sur des ados, moi ça ne me semble pas choquant. Et puis le désœuvrement et le fait d'aller à l'école. Ça, alors je ne sais pas, moi je leur ai rien dit sur ce sujet-là, et vraiment ça a été la demande récurrente. Les locaux sont propres, sont corrects, mais ne sont pas adaptés à un hébergement pérenne. Les chambres, ce sont des chambres d'urgence qui sont tout à fait correctes, il y a juste des lits. Il n'y a rien pour les vêtements, donc ils sont sous le lit, ils sont n'importe où. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Et ça peut fonctionner sur, ça peut fonctionner sur un hébergement long, mais court, mais pas sur un hébergement long. Ça a été la première chose. La deuxième chose a été beaucoup plus difficile, puisqu'on s'est retrouvés à une réunion, nous sur une estrade, et puis les jeunes en face.
avec un tas de jeunes qui ne comprenaient pas le français, avec certains qui semblaient meneurs, pas forcément dans le mauvais sens, mais qui sentaient bien que c'était eux qui avaient un petit peu le pouvoir. Et d'ailleurs, les filles me l'ont dit qu'elles n'avaient pas parlé parce que les gars, voilà. Et là, ça a été beaucoup plus virulent, et des adultes, et de la part des adultes, et de la part des jeunes. On a commencé par leur dire, hein, le responsable, je crois, je ne sais plus si c'est le responsable d'Humanis ou l'éducateur, l'éducateur responsable du centre, vous pouvez poser toutes les questions. Et là, ça a été effectivement la nourriture, mais ça a été très agressif, quoi. Ils ne voulaient plus rester là. Il y avait du désœuvrement complet. Et puis des choses qui sont tout à fait entendables. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien vraiment pour travailler. Moi, j'ai été choquée, je n'ai pas eu l'impression de voir un livre là-dedans. Ils sont vraiment désœuvrés. Et laisser des jeunes dans un tel désœuvrement, à mon avis, c'est quelque chose qui est tout simplement pas possible, quoi. Enfin, voilà, ça m'a vraiment, vraiment gênée. Ensuite, il y a eu le repas qui est agité. Je trouvais que c'était pas... Rien n'était détendu. Les adultes étaient vite agressifs, ça n'allait pas très bien. Et au moment du repas, on a retrouvé une certaine, même si c'était un peu agité, à nouveau des dialogues et des échanges tout à fait sereins et constructifs. Donc, il n'y a pas 36 choses, mais je pense qu'on a quand même des axes de progrès. Si on veut vraiment installer des jeunes là, il faut que ça ressemble à quelque chose qui ne soit pas un lieu de passage. Donc, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais voilà, des armoires, tout bêtement, des endroits où travailler, peut-être. Et puis, certainement, un peu plus de liberté au niveau des horaires, des choses comme ça. C'est hyper rigide. C'est comme si on avait un petit peu peur d'eux, enfin, peur qu'ils dérapent. Peur qu'ils dérapent, et je ne vois pas pourquoi ils déraperaient plus que les autres jeunes qu'on accompagne. Et puis, l'évaluation. Quand pendant 3 mois, ils ne sont pas évalués, ils ne sont pas à l'école, et qu'on a 15 ans, ça, c'est juste pas possible. Donc, l'éducation nationale, au niveau de l'évaluation des compétences, attend cette évaluation pour les scolariser, ça me paraît curieux. Après, on a un tas de choses. Il faut leur donner un projet. On ne laisse pas immobiles des jeunes. C'est plein d'énergie, ces choses-là. S'ils n'ont pas de projet, s'ils ne sont pas pris en charge de façon positive, s'ils n'avancent pas, autant du point de vue culturel, loisir qu'école, il faut les mettre à l'école. Grand danger, là, actuellement, dans ce centre, c'est le désœuvrement. Maintenant, c'est tellement mieux que ce qu'on a pu voir en hôtel. C'est tellement mieux. Je vous en remercie vraiment parce que je pense que c'est la solution. Mais cette solution-là, c'est une urgence. Il faut la travailler maintenant. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Bien, au départ, je rappelle que c'est un lieu d'accueil des primo... Tu peux éteindre ton micro parce que ça... Pardon. Voilà. C'est un accueil pour les primo-arrivants. Hein, au départ, c'est ça. Après, c'est un accueil aussi pour les jeunes qui arrivent de la plateforme nationale. Vous savez, la répartition qui est faite, donc qui arrivent dans le département du Loiret, sans le connaître auparavant. Donc voilà, au début, c'est ça. Donc l'idée, c'est que ça soit transitoire, donc maximum 2 mois, 3 mois. Bon, je pense que là, on est large en plus. Mais voilà, pour après trouver l'orientation et repartir partir dans la scolarité. Là, effectivement, on a choisi d'orienter des jeunes qui sont scolarisés sur Orléans, sur ce site, pour leur offrir justement un toit et des conditions de vie différentes de celles qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant. Mais je les ai rencontrés aussi, je leur ai dit, alors après, vous êtes mineurs, donc vous devez obéir à des règles. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, ces jeunes qui arrivent, qui étaient peut-être un peu laissés trop à eux-mêmes, vivre avec des règles assez strictes, oui, c'est peut-être compliqué. Donc après, peut-être que aussi dans les mentalités, peut-être que pour un jeune africain à 16 ans, finalement, on a plus de... On est peut-être plus mature, on a plus de liberté qu'en France. Jusqu'à 18 ans, théoriquement, les enfants, ils doivent obéir aux règles et respecter les règles. Hein. Ça, c'est la vie qui est faite comme ça. Après, sur l'amélioration, oui, on va y travailler, hein, ça c'est clair, hein, ça a été dit. Il faut améliorer la situation et faire en sorte qu'il y ait un accueil qui soit peut-être
différent, en tout cas au niveau de ce que tu as dit par rapport au matériel, tout simplement. Après, l'accès à la télévision, oui, mais moi je pense que ce qu'Imanis fait, c'est la télévision, mais une télévision qui soit, enfin des films qui soient quelque part éducatifs. Moi, je veux pas avoir des jeunes qui vont regarder les ch'tis ou je sais pas quoi, là, les trucs qui sont complètement nuls à la télévision. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux pas, vous le savez bien. Donc non, mais voilà, je préfère qu'on oriente un peu leur culture. C'est-à-dire qu'on est là pour aussi leur apporter quelque part des éléments plus culturels, quoi, tout ce qu'on peut découvrir. Alors après, l'accès aussi, Internet, oui, mais il faut peut-être un peu contrôler aussi quelque part, aussi. Voilà, donc en gros, qu'il y ait des règles. Bon, j'avais sur le même sujet Hélène Lorme et Thierry Solé. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la lettre que nous avons reçue. Nous avons été interpellés par une lettre ouverte de la protection de l'enfance sur les différents dysfonctionnements qui existent dans le Loiret. Et je voudrais revenir particulièrement sur la souffrance des salariés de la protection de l'enfance et qui perdent le sens de leur travail. Donc, je pense qu'effectivement, le dialogue existe, mais il faut faire attention par rapport aux délais. On voit les travaux, on voit le recrutement, qui sont des délais qui sont assez longs. Vous en avez parlé, c'est une complexité, mais ça arrive au-delà, et là, on sent bien que c'est plus possible. Donc, il faut vraiment faire attention à contraindre ces délais, faire en sorte qu'il y ait une discussion, que ce soit clair quand les délais sont longs, pour que ce soit compréhensible. Et effectivement, on va voir plus loin pendant la session un référentiel avec différents éléments, mais peut-être ça rajoute une couche administrative encore dans les procédures. Et ce n'est pas la réponse que les salariés, je pense, souhaitent avoir. Donc, vraiment garder cette préoccupation en tête par rapport à la souffrance qu'ont les salariés de la protection de l'enfance, et la perte du sens qu'ils ont dans leur travail, ce qui est dommage puisque ça met les enfants en danger. Merci à vous. Nous avons reçu à plusieurs reprises les représentants de la Maison de l'Enfance avec Alexandrine et Pauline. Et c'est vrai que la partie, je dirais, bâtimentaire, pour moi, à chaque fois, c'était de dire, on répond. Alors, réponse rapide en termes administratifs, quand il faut reconstruire, avoir les autorisations, notamment, que ce soit du SDIS, enfin des sapeurs-pompiers, parce qu'on est sur un établissement qui accueille un établissement de nuit, de sommeil, pardon. Et donc, voilà, il y a toutes sortes d'autorisations. Après, j'avais demandé à ce qu'on co-construise cet espace, puisqu'il va être reconstruit, autant le faire à la main de ceux qui l'utilisent. Donc ça aussi, ça a peut-être pris un peu de temps. Et puis après, maintenant, on est sur les marchés publics aussi, marchés publics pour faire les travaux. Donc ils sont en cours. Alors moi, ce qu'on m'a dit, mais ça, je vous donnerai des précisions, mais livraison d'une partie des bâtiments alors en décembre. Ensuite, il y aura sur janvier, février, voilà, ça va s'étaler sur plusieurs mois, mais la livraison de l'ensemble des bâtiments restructurés. Donc, je pense que ça, c'est important de le dire. Après, sur la partie RH, oui, il y a des recrutements en cours. Je vais laisser Pauline aussi dire quelques mots. Oui, sur la partie RH, je vous rejoins. On manque de réactivité, clairement, parce qu'on est encore dans le carcan des fiches de poste, etc., etc. Nous avons demandé, pas plus tard qu'à la suite de la réunion que nous avons eue la semaine dernière, à ce que les choses soient accélérées en termes de recrutement à tous les niveaux, puisque ça va du niveau du chauffeur pour éviter les transports inutiles des éducateurs dont c'est pas le cœur de métier, qu'ils assument aujourd'hui, mais qui n'est pas leur cœur de métier, jusqu'à un directeur ou une directrice de l'établissement, en passant par les éducateurs, les animateurs, etc. etc. Donc voilà, normalement, ça devrait, Monsieur Chaperon, c'est sous votre contrôle, mais tout ça devrait être accéléré. Alexandrine. Je voulais ajouter que dès 2019, depuis le début de l'année, il y a de la supervision et de l'analyse de pratique qui a été instaurée à la Maison de l'Enfance. Et évidemment, on poursuivra aussi en 2020. Bien. Thierry Solé. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues.
Moi, je voudrais dire avant tout que je suis d'accord sur les intentions que nous exprimons, et je pense que nous sommes tous là pour travailler au meilleur service de la population du Loiret. Mais sur ce sujet de l'enfance, un mot qui revient beaucoup, c'est l'urgence. Et moi, ça me fait penser à un autre domaine que vous avez pas mal abordé, qui est l'urgence climatique. Et souvent, on constate qu'on peut passer dans le déni face à ces urgences. Et je ne voudrais pas qu'on bute sur cet écueil, parce que il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que ce à quoi j'entends répondre, notamment quand les réponses portent sur ce qui a déjà été fait, mais que finalement les gens sont toujours là à nous dire que ça va très mal. Alors, on jugera ou pas de si chacun a raison ou pas, mais donc ce qui a été fait manifestement n'a pas répondu. Donc il faudrait plutôt des réponses qui parlent de l'avenir. Je pense qu'un des problèmes dans tout le domaine de l'enfance, c'est d'avoir anticipé de nouvelles façons d'accueillir les jeunes, mais d'avoir supprimé les anciennes avant qu'on ait les réponses nouvelles. Et donc ça crée pas mal de problèmes. Sur la question budgétaire, rapidement, moi je dirais qu'il y a d'autres sujets quand même où nous ne lésinons pas beaucoup en matière budgétaire et où il n'y a pas ces urgences-là. Donc je suis sûr qu'il y a des marges. Alors je dirais un mot de Douzoire, mais c'est représentatif, je pense aussi, du reste de la protection de l'enfance. Comme Christophe Chailloux, moi j'ai soutenu ce projet parce que j'estime que la difficulté, et Marie-Agnès Corroy a bien résumé notre visite, la difficulté n'est pas dans l'éloignement du centre par rapport à la ville d'Orléans. Parce que le projet initial, vous l'avez rappelé, c'était d'y mettre des jeunes qui devaient rester quelque temps. Honnêtement, ce centre, c'est une colonie de vacances dans des mauvaises conditions. Moi, j'en ai fait des colonies de vacances. Effectivement, il n'y a pas la télé en colonie de vacances. On fait des veillées tous les soirs, tout ça. Sauf que on a changé le projet. Et du coup, et les gens d'Imanis en souffrent aussi, pour le gérer. Ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient prévu de faire, qui étaient des sorties, des animations. Et on y a mis des enfants qui ont vocation, ou qui ne le savent pas en tout cas, à rester longtemps. Moi, j'ai été très ému par plusieurs enfants qui me disent « Mais moi, j'ai 15 ans, est-ce que je vais rester là jusqu'à mes 18 ans ?» Vous imaginez, les 18 ans, pour un enfant de 15 ans, c'est comme nous si on nous parlait de notre fin de vie, quoi. Enfin, c'est à l'infini, on n'y pense jamais. Et donc, je pense que même si ce n'est pas notre intention de les laisser jusqu'aux 18 ans, on a créé une situation, et pour Imanis, et pour les jeunes, donc, qui est complètement en rupture par rapport à ce qui était. Et là où je parlais de déni, ou voilà, en matière d'écologie, on parle d'éco-blanchiment ou greenwashing, c'est peut-être plus répandu. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse du socio-blanchiment, parce qu'au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ces primo-arrivants que nous sommes chargés de mettre à l'abri. Il n'y avait plus de place en hôtel, on a décidé de ne plus les mettre à l'abri, ce qui était totalement illégal. Ils se sont retrouvés non pas en hôtel, en danger en hôtel, ils se sont retrouvés en danger dans la rue. Le centre Douzoire, il répondait à cette urgence-là. Et donc maintenant, on essaye de nous faire croire, c'est super, on a fait ça pour les sortir de l'hôtel. Non, on n'a jamais rien fait. Moi, ça fait des années que j'ai dit, il faut des centres pour ceux qui restent, et il y en a marre qu'ils soient dans les hôtels. Donc si on avait voulu le faire, je pense que ça pouvait être fait avant. Donc j'ai l'impression qu'on essaye de nous faire croire dans cette réponse qu'on a fait un effort pour sortir les enfants des hôtels. Non, on a juste utilisé le centre qui n'était pas plein pour se dire, bon, bah, donc du coup, profitons-en, on va mettre ceux qui étaient en hôtel. Sauf que le centre n'est pas du tout adapté. Donc je pense qu'il faudrait maintenant travailler vite et bien sur qu'est-ce qu'on propose d'autre que les hôtels. Alors j'ai entendu, Dave, si j'ai bien compris, il y a des choses qui avancent, sauf qu'elles ne sont toujours pas là. Et qu'en attendant, bah, y a toujours des enfants en souffrance. Et les enfants étrangers ne sont pas les plus en souffrance, parce que c'est des enfants qui sont un peu agressifs, mais pas tant que ça. Ils ont eu des actes de violence aussi, manifestement, mais pas tant que ça. C'est des enfants qui ont peut-être beaucoup souffert, voilà, mais ils arrivent en France avec un projet. Et toutes les études montrent qu'en général, ils s'insèrent bien et qu'ils ont des capacités de rebond importantes.
Ils sont relativement dociles. Honnêtement, je pense que pas mal d'entre nous, on passerait 3 jours là-bas, assis sur notre chaise dans la grande salle, tous ensemble, toute la journée, jusqu'à ce qu'on puisse regagner la chambre qui n'a même pas de quoi poser quoi que ce soit. Je pense qu'on ne tiendrait pas longtemps. Honnêtement, voilà. Donc ces enfants, ils sont prêts à supporter beaucoup de choses. Ils ne se sont pas plaints des règles. Ils se sont plaints du désœuvrement, de ne pas savoir ce qui va leur arriver. Voilà, évidemment qu'ils sont plaints d'être un peu loin, mais c'est vrai qu'ils sont enfermés dans un centre. Quand ils peuvent en sortir, à part le samedi, c'est juste pour aller pendant quelques temps dans un village. On dira ce qu'on veut, c'est super de vivre à... Mais les jeunes qui sont heureux de vivre à Ouzouer, ils vivent dans leur famille, ils ont la télé, ils ont l'Internet. Ils ne sont pas dans ces situations-là. Donc, je pense que c'est bien de les mettre là, en tout cas pour les primo-arrivants qu'on avait mis à la rue. Ça peut être, si on le gère, mieux que l'hôtel. Mais en ce moment, ce centre, il n'est pas terrible. Mais bon, il est mieux sur le point de vue de la protection de l'enfance. Ça, c'est clair. C'est même, ils sont surveillés par vidéosurveillance et tout. Donc ça, pour être protégés de ce qui pouvait se passer dans les hôtels, ils le sont. Donc je ne dis pas le contraire. Mais il ne faudrait pas réécrire l'histoire. L'histoire, c'est qu'on a commencé par mettre des enfants à la rue, qu'on a créé un centre pour éviter ça, très bien. Il était loin, c'était pas grave du tout. Aujourd'hui, on y fait autre chose. Ça se passe pas bien, mais c'est peut-être mieux que l'hôtel. Je pense que ça n'enlève pas tout ce qu'il faut faire. Et je crois que ces histoires de places, de lieux adaptés ou pas au parcours qu'on propose aux enfants en souffrance, c'est encore plus grave pour les autres enfants, ceux sur lesquels nous sommes alertés, ceux qui ont un handicap par exemple et qui sont quand même à l'ASE, ceux qui sont à la maison de l'enfance et où on a dit qu'on mettait 60 places, mais on n'a toujours pas les moyens. Donc les 60 enfants, ils y sont, mais la maison de l'enfance, elle n'a pas encore complètement changé. Donc très bien, peut-être qu'on arrive au bout du processus de recrutement, peut-être que les travaux vont se terminer, mais peut-être que dans 2 mois, on va dire on y met 80 places parce qu'il y a autre chose qui ne va pas. Donc moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai le sentiment que malgré des alertes depuis très longtemps, malgré, je crois, des possibilités budgétaires, on a continué un certain nombre de choses qui relèvent du bricolage par rapport aux intentions que je reconnais. Je sais que vous le faites, du point de vue de l'exécutif, avec les meilleures intentions. Mais à un moment donné, il faut confronter ces intentions à l'image réelle de ce qu'il y a sur le terrain. Donc, Monsieur le Président, vous avez raison, vous êtes dans la concertation, vous êtes allé voir à Ouzouar, mais vous avez vu quand même quel type de chambre c'était. Donc voilà, et je dis que c'est pas, vu le document qui nous a été adressé, je suppose que c'est loin d'être la plus mauvaise des situations que nous faisons aux enfants qui nous sont confiés. Donc je crois qu'il faut peut-être réagir à la mesure de l'urgence, et je dirais la même chose pour le climat, parce que voilà, vous avez énoncé un certain nombre de mesures écologiques du département, c'est vrai, un budget participatif de 80 000 euros, mais enfin... Juste, alors, tu pourras revenir après sur cette question, parce que là, j'ai sur le thème MNA... Bon, d'accord. Non, mais c'était juste pour dire qu'il y a un parallèle, je ne veux pas revenir sur cette question longuement, mais effectivement, quand en parallèle, on a des projets qui balayent tous les petits efforts sincères qui sont faits au cas par cas, ça me paraît bien dommage. Bien, je pense que agir... Oui. Agir vite et bien, oui, je pense qu'on y met beaucoup d'énergie. Après, derrière, j'ai pas de baguette magique. C'est-à-dire que je peux pas ouvrir, moi, un centre, je sais pas, à Corquillon-Roi ou je sais pas, à Bouzonville-au-Bois, comme ça, d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à mener. Là, Imanis, le centre d'Ouzouar-sur-Loire, c'est une belle opportunité que nous avons eue parce que nous aurions pu très bien ne pas l'avoir. C'est qu'il s'est trouvé que ce centre était disponible à vendre, qu'Imanis l'a acheté, et ensuite qu'on a pu discuter avec Imanis pour pouvoir proposer des solutions. Mais c'est beaucoup de si. Si on n'avait pas eu ce centre-là, je ne sais pas en quelle situation on serait aujourd'hui. Donc on a cette démarche, qui évolue. Moi, je la vois bien évoluer, la démarche, et les discussions qui continuent, qui vont continuer encore avec Imanis pour redéfinir le projet, parce qu'effectivement, nous avons réorienté le projet. Aujourd'hui, il faut rediscuter et puis construire. Donc après, sur les recrutements, je n'y reviendrai pas. Quand c'est en cours, pareil, on n'a pas pléthore de candidatures non plus.
Donc voilà, moi je peux pas entendre dire que ça va, qu'on fait. Bon, vous n'avez pas dit qu'on fait rien, mais que ça pourrait aller plus vite. Bon, voilà, je pense qu'on fait aussi en fonction de nos moyens. Et c'est pas une histoire financière. Sur le sujet, il y avait Nathalie Kérien et Hugues Saury. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais apporter à la fois un témoignage et peut-être vous poser une question ou vous faire une proposition concernant la situation de 3 enfants, des mineurs isolés qui sont scolarisés au collège Étienne Dolé, dans le quartier de Saint-Marceau. Ces enfants étaient à l'hôtel, une situation évidemment intolérable, je crois que ça a été dit à peu près par tout le monde, et ces enfants donc ont été transférés, je ne sais pas si le mot est bien choisi, à Auzouer-sur-Loire, et la communauté éducative du collège Étienne Dolé salue la démarche de cet accueil à Auzouer-sur-Loire. Seulement, cela pose un problème pour ces enfants qui sont scolarisés à Orléans, des enfants d'ailleurs qui, je le précise, ont de très bons résultats, travaillent très bien, n'ont aucun problème de comportement dans l'établissement. Mais le fait qu'ils soient désormais hébergés à Auzouer-sur-Loire entraîne bien sûr des temps de trajet assez importants et des contraintes particulièrement importantes le matin, car ces enfants sont amenés en bus à Orléans et ils sont déposés à 7h du matin, environ 7h, 7h15 à la gare d'Orléans. Et ces enfants ensuite n'arrivent dans l'établissement scolaire qu'à 10h, ce qui fait qu'en gros, pendant 3 heures, et en ce moment, l'hiver, c'est encore plus problématique, se retrouvent désœuvrés, seuls, dehors, ce qui n'est pas une situation évidemment possible pour ces jeunes. Alors, vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure d'agilité, et je vous remercie d'ailleurs pour votre disponibilité, parce que j'ai pu parler de ce sujet avec vous. Votre réactivité toujours sur des sujets, y compris sur des cas particuliers comme celui-ci. Nous avons aujourd'hui au Collège Étienne Dolé un logement vacant au sein de l'établissement, et je voulais vous poser la question, ou vous faire cette proposition. Ne serait-il pas possible d'organiser l'hébergement de ces 3 enfants au sein de l'établissement scolaire? Il serait peut-être intéressant de dialoguer sur ce sujet avec Madame la principale du collège Étienne Dolé, qui est ouverte bien sûr à toutes les propositions que nous pourrions faire. Et encore une fois souligner que vous avez le soutien pour la création de ce centre à Auzouer-sur-Loire des professeurs, des parents d'élèves, en tout cas que je peux côtoyer dans ce collège. Je vous remercie. Bien, merci pour cette réflexion. C'est un taxi qui les amène normalement. Hein. C'est pas un transport, c'est pas un bus, c'est un taxi. Après, moi j'ai clairement dit à Imanis de ne pas déposer les enfants à 7h du matin, parce qu'ils les déposent à la gare routière, enfin à la place d'Arc, je pense, pour après pouvoir s'orienter avec le tram ou les bus. Bon, je pense que ça c'est perfectible aussi. Beaucoup d'enfants ruraux font 1 heure, ou un peu moins d'1 heure, en car tous les matins, y compris, on me disait dernièrement, pour des petits de primaire, dans la Beauce là-haut, la Beauce profonde, où les enfants font 3/4 d'heure de car le matin pour aller à l'école. Bon, donc le transport, la durée de transport, faire 3/4 d'heure, 50 minutes de taxi, en l'occurrence, pour aller à l'école, bon, ça peut arriver quand même, hein. C'est assez fréquent. Par rapport au logement d'Étienne Dolé, oui, on en parlait ce matin avec Alexandrine et Pauline, on a fait une réunion très matinale pour évoquer ces sujets. C'est un sujet qu'on va vraiment clairement mettre sur la table de l'éducation nationale. Il y a au moins une 30aine de logements vacants. Je crois que je ne m'en le chiffre exact, mais on verra avec le service de l'éducation combien de logements vacants dans les collèges. C'est anormal, on le dénonce depuis longtemps. Pourquoi des logements sont vacants et qu'on ne peut pas les utiliser? Là, Étienne Dolé, en l'occurrence, la proposition sera faite officiellement pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas utiliser ce logement-là. Donc à voir, il y aura peut-être un délai de réponse, ça va peut-être prendre 15 jours, 3 semaines, mais en tout cas, la question sera clairement posée, parce que maintenant, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités, y compris les chefs d'établissement. Bien, il y avait Hugues Saury sur le sujet, et puis après, je pense qu'on passera à d'autres sujets.
Merci, Président. Habituellement, je prends la parole après vous, en début de discussion. Je n'ai pas souhaité le faire du fait de cette actualité. Vous me demandez en général de faire une sorte de billet personnel sur la situation politique. Et je pensais que c'était mieux de parler de ce sujet. Et beaucoup se sont exprimés, et c'est très bien. Je voudrais dire quand même dire un petit mot sur la protection de l'enfance en disant que je souscris à la plupart de ce qui a été dit, notamment par Christophe Chaillot qui a commencé donc la série des interventions. J'ai lu avec attention le document qui nous a été remis il y a quelques jours par les professionnels de la protection de l'enfance. J'ai relevé des mesures qui sont probablement qui relèvent du département, mais il y avait aussi évidemment un certain nombre de mesures qui relèvent d'une politique nationale. Ce que l'on sait et ce que je voudrais leur dire, c'est que tous conseillers départementaux, on sait que les métiers de la protection de l'enfance sont des métiers difficiles. Sont difficiles parce que c'est jamais facile de s'occuper des enfants et particulièrement de ces enfants-là, qui eux-mêmes sont en situation difficile. Et que la situation ce que nous voyons aujourd'hui résulte d'un certain nombre d'évolutions dans notre société qui datent depuis longtemps. On peut corréler ça avec certains chiffres. On voit par exemple qu'il y a une très forte augmentation des violences intrafamiliales, qu'il y a des difficultés sociales croissantes, qu'il y a une évolution sociétale et que ce que nous connaissons aujourd'hui en la matière n'ira pas, je crains, en s'arrangeant au fil du temps. Et donc, effectivement, comme cela a été dit à plusieurs reprises, je pense que nous devons travailler dans le dialogue les uns avec les autres, prendre conscience les uns et les autres de nos contraintes respectives, nous vis-à-vis des professionnels et des professionnels vis-à-vis aussi des contraintes qui sont imposées au département et qui sont compliqué à gérer. Et puis, ce que je voulais dire en témoignage de ce que j'ai vécu lorsque j'étais à votre place, c'est que je suis absolument certain de la très grande implication des services du département et de la conscience qu'ils ont de ces difficultés. Je parle des directions notamment. Et je suis absolument certain de votre volonté, Président, ainsi que de vos vice-présidents, de la volonté de dialogue et de comprendre le système au cœur de ce qu'il est. Et donc, je pense qu'en mettant en place un certain nombre de rouages, un certain nombre d'organisations telles que cela a été dit ce matin, je pense que nous arriverons à trouver des marges de progression et à résoudre un certain nombre de problèmes. Je ferme, si vous le permettez, donc pour ma part, cette partie-là, et je fais la transition avec la suite, avec mon billet habituel sur ce qui se passe au niveau national. Alors, la semaine dernière, je vous avais envoyé un SMS en vous disant, Président, que je ne voyais pas dans l'actualité de sujet qui soit finalisé aujourd'hui, qui soit de l'actualité nationale et qui soit en lien avec l'actualité locale. Et puis, les choses se sont accélérées et finalement, j'ai décidé de prendre la parole et d'évoquer 3 sujets qui sont au cœur de l'actualité de cette semaine, qu'est évidemment la réforme des retraites, qu'est le vote du projet de loi de finances et qu'est aussi une CMP qui a eu lieu hier soir, une commission mixte paritaire, pardon, qui a eu lieu hier soir sur le texte engagement et proximité. Nous vivons, me semble-t-il, une semaine déterminante pour le pouvoir, pour le gouvernement. À plus de 2 années donc, des élections présidentielles, on sent qu'il va y avoir une forme de bras de fer et malheureusement, la France est plus que jamais divisée. Du point de vue du sujet des retraites, on voit d'un côté ceux qui considèrent que la France possède le meilleur système de retraite au monde, sauf qu'on sait qu'il n'est pas pérenne. Oui. Avant que nos spectateurs repartent, je crois que certains d'entre vous ont filmé, ont fait des photos. Je vous indique que c'est interdit. Et donc, pas de films, de photos sur les réseaux sociaux qui sortiraient des tribunes. Je vous le dis, je pense que vaut mieux un homme averti en vaut 2. Donc, je préfère vous le dire maintenant plutôt que d'avoir des recours derrière engagés contre ceux qui auront filmé. Voilà, merci. Excuse-moi, Hugues. Je t'en prie.
J'en reviens donc aux retraites en disant que notre pays était fortement divisé, qu'il y avait ceux qui considéraient que nous avions le meilleur système de retraite au monde, sauf qu'on sait qu'il n'est pas pérenne. Lorsqu'il a été conçu, il y avait 4 salariés pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1,7 salariés pour un retraité, et ça vient notamment du fait de l'allongement de la vie, du baby boom dont nous sommes les uns et les autres, enfin pour partie, pas tous, les quelques issus de ce baby boom, et puis aussi le niveau de chômage qui est important. Et puis de l'autre, il y a le gouvernement et ceux qui le soutiennent. Il faut reconnaître que le gouvernement s'est attaqué à la mère de toutes les réformes, parce que c'est une réforme qui est à la fois structurante et qui est fondatrice avec des conséquences sur beaucoup d'autres politiques. Et moi, je trouve que de la part de ce gouvernement, c'est courageux. Mais comme souvent, malheureusement, il est resté, comme dans d'autres réformes, il est resté au milieu du gué. Je pense qu'il a eu raison de vouloir réformer notre système de retraite dont les fondements dataient d'il y a pratiquement 3/4 de siècle. C'est une mesure de pleine responsabilité. Il a eu raison de chercher l'universalité, et seul un système, à mon avis, par points peut le permettre. Et puis je pense qu'il a eu raison de vouloir une réforme qui permette l'équité, car les disparités souvent héritées du passé ne se justifient plus aujourd'hui. Mais je vous le disais, il est resté au milieu du gué. Alors, il est resté au milieu du gué parce que la réforme promise par le gouvernement est repoussée au calende grec, puisqu'elle ne produira ses effets qu'à l'horizon 2040. Il n'y a toujours pas de calendrier non plus de sortie des régimes spéciaux, ce qui pose un problème d'efficacité, mais aussi un problème politique. Et on imagine déjà les débats et les propositions populistes à la prochaine présidentielle. Les mesures de compensation annoncées ne sont absolument pas financées. Les droits familiaux, la pénibilité, l'augmentation de la rémunération des enseignants, les retraites minimales, toutes ces mesures qui peuvent être justifiées ont un coût qui est important, dont on ne sait absolument rien. Et puis, aucune des dispositions annoncées par le gouvernement ne comble le déficit croissant prévu par le Conseil d'orientation des retraites, qui sera de l'ordre de 10 milliards quand même, à l'horizon 2025, et en n'ayant pas le courage de repousser l'âge légal du départ à la retraite, un gouvernement, je ne sais pas si ce sera celui-là, n'aura d'autre choix à terme que d'augmenter les cotisations ou de baisser les pensions. Bref, et pour en finir sur ce sujet, au-delà de l'architecture de la réforme qui génère des oppositions, demeurent de très nombreuses zones d'ombre, et cela laisse penser que le conflit, qui aujourd'hui en est à son 8e jour, va s'installer dans la durée. Le deuxième sujet que je vous souhaitais évoquer rapidement, c'est le projet de loi de finances qui a été adopté au Sénat mardi en première lecture, à la suite de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a été adopté au Sénat avec de très nombreuses modifications, mais ce qu'on peut regretter, c'est un déficit public qui se creuse et qui est 2 fois plus élevé que celui de la zone euro, une dette qui ne diminue pas et un niveau de dépenses publiques à hauteur de 53,6% du PIB, alors qu'il n'était que de 46,8% en moyenne en Europe en 2018 et en diminution en Europe en 2019. Alors, j'évoque ce sujet parce que ça a évidemment des conséquences sur la politique gouvernementale vis-à-vis des départements. Le gouvernement cherche à trouver, dans ce contexte budgétaire difficile, cherche à trouver des économies, et on sait que c'est parfois assez facile de les trouver dans les instances gouvernementales. Je pense que le gouvernement a baissé les bras en matière de dépenses publiques face à la pression de la rue, qui est alimentée notamment par un manque de pédagogie et aussi un manque de sens donné à son action politique par le président de la République. Et puis le troisième et dernier sujet, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est la réunion conclusive de la CMP, la commission mixte paritaire sur le projet engagement et proximité. C'était hier soir. Députés et sénateurs ont réussi à trouver un accord en commission mixte paritaire. Donc sur ce texte, c'était assez inespéré. Sur la hausse des indemnités pour les maires, c'est la version du Sénat qui a été retenue. Les sénateurs ont à l'inverse accepté de lâcher pour le moment sur l'intercommunalité à la carte, et des mesures sur la parité sont quant à elles renvoyées à un autre texte qui devrait venir avant 2022. Le Sénat avait fixé ainsi la revalorisation automatique avec une hausse de 50% des indemnités pour les communes de moins de 500 habitants, compensées par l'État, ce qui ferait une indemnité de 991 €, de 30% pour les communes de 500 à 999 habitants, ce qui ferait une indemnité de 1 500
566 € bruts et de 20% pour les communes de 1000 à 3499, ce qui ferait une indemnité de 2006 € bruts. Sur l'intercommunalité, les sénateurs ont à l'inverse accepté de lâcher, et c'est la version de l'Assemblée qui a prévalu. Le Sénat voulait aller plus loin avec une intercommunalité à la carte, et ces arguments ont été entendus, mais les propositions relèveraient davantage du texte qui va être très important et qu'il faudra suivre au niveau du département, du texte dit 3D sur la décentralisation, la différenciation et la déconcentration qui doit être examiné en 2020. Enfin, sur la parité, le sujet a été repoussé à un autre texte parce que c'est un sujet plus vaste. C'était vraiment un sujet de clivage fort entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La majorité de l'Assemblée souhaitait instaurer la parité dès les communes de 500 habitants, ce qui nous semblait complètement irréaliste pour nous, sénateurs, louable, hein, parce qu'on est favorable évidemment à la parité, mais encore faut-il qu'elle soit réaliste et de trouver les femmes qui acceptent de s'engager. Et donc il a été considéré que ce sujet était plus vaste et il y aura un autre texte de loi qui traitera donc de la parité avant 2022, c'est-à-dire avant la fin de ce mandat, avec une application pour les prochaines élections, pas les prochaines, enfin les élections municipales suivantes de 2026. Et puis le dernier sujet, c'est celui de l'eau et de l'assainissement. On a obtenu une solution hybride entre le Sénat qui voulait une compétence facultative pour l'intercommunalité et l'Assemblée qui campait sur une compétence obligatoire. Les députés se sont rendus à la proposition du Sénat de pouvoir faciliter la délégation de l'exercice de cette compétence aux communes. Et le Sénat a obtenu que si une commune fait cette demande, le conseil communautaire aura l'obligation de l'examiner et pourra le refuser, mais seulement après une décision extrêmement motivée. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de dire c'est une compétence, il faudra démontrer que la présence de la commune dans l'intercommunalité avec cette compétence apporte quelque chose. Pour finir, nous entrons dans une nouvelle et coutumière période de très forte turbulence dont la France sort systématiquement affaiblie politiquement, affaiblie économiquement, en termes d'image et de rayonnement aussi. Les Français sont divisés. Et hier, Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et président du groupe des Indépendants, qui a une façon de s'exprimer qui est tout à fait particulière, disait lors des QAG, pour une question sur les retraites, il le disait avec humour, c'est ça sa façon particulière de s'exprimer, il disait « Il y a aujourd'hui deux catégories de Français, ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent. » Je vous remercie. Bon. Merci, monsieur le sénateur. Pour un élu qui n'avait pas grand-chose à dire, merci d'avoir été très complet sur ce rapport des questions posées au Sénat et des décisions prises par la CMP. Je pense que pour nous, ça nous éclaire aussi sur les débats qui ont lieu dans nos assemblées nationales et Sénat. Je pense que c'est important d'avoir je fais partie des élus départementaux, des présidents de département qui pensent qu'il faudrait systématiquement que les parlementaires aient un double mandat, au moins de conseiller municipal ou de conseiller départemental, parce que justement, il y a un éclairage qui vient, l'information descendante, mais aussi montante, et ça, c'est essentiel. Bien, donc, effectivement, je ne reviendrai pas sur tout ce que tu as dit. Enfin, simplement une précision sur l'augmentation des indemnités pour les communes de plus de 500 habitants. Parce que vous avez dit, l'État prend en charge pour les communes de moins de 500. Il y avait une rumeur qui a circulé comme quoi ça serait les départements, ça serait pris sur une enveloppe consacrée aux départements. Alors, le sujet n'est pas complètement finalisé parce qu'il y a une deuxième lecture. Ce qui avait été dit, ce que le gouvernement avait dit, vous vous souvenez peut-être du discours du président de la République face aux maires lors du congrès des maires, il avait laissé un certain suspense en laissant imaginer qu'il y aurait une très bonne nouvelle. Et en fait, la très bonne nouvelle n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est que les indemnités, il a été proposé que les indemnités des maires, et pas de 500, mais de moins de 200 habitants, soient compensées par l'État, l'augmentation soit compensée par l'État, en prenant sur une enveloppe qui, pour 50%, une enveloppe qui serait alimentée par les régions, et pour 50% par les départements. C'est toujours facile de donner avec l'argent des autres.
La CMP, enfin, on est en première lecture, il va y avoir une deuxième lecture, donc je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui si c'est définitif ou pas. Bon. Nous comptons sur nos parlementaires pour défendre une autre position. C'est-à-dire que quand l'État autorise ou accorde, qu'il finance, tout simplement, mais qu'il ne finance pas avec l'argent qui est dans la poche des autres. Bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour des sujets liés au ménage. J'avais donc Michel Bréfy, ensuite j'avais Frédéric Nérot, et puis peut-être Jean-Luc, tu voulais... Non, alors Michel Bréfy, Frédéric Nérot, puis après Jean-Luc Réglé. Monsieur le Président, chers collègues, mais même si je ne conteste pas qu'il faille accueillir dignement les MNA, mais je crois que votre décision que vous avez prise d'aménager à Ozoir est une bonne décision, donc, et je vous en félicite. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le projet d'EHPAD sur le canton de Fleury. Alors, c'est vrai que c'est un sujet à épisode. Comme vous le savez, c'est un dossier que je suis depuis très longtemps. Dès 2009, le département avait voté une subvention pour lancer une étude sur le CAPA de l'hôpital de Maison et envisager sa reconstruction. Après le vote de notre projet de mandat Bien vieillir dans le Loiret, dans lequel figurait la reconstruction de cet EHPAD, une nouvelle direction n'a pas souhaité continuer l'exploitation d'un EHPAD voulant se recentrer sur la psychiatrie. Mi-août 2010, ayant appris cette décision, j'ai aussitôt informé Madame le maire de Fleury. Et en septembre, la maire de Fleury et notre assemblée en septembre. Le 18 septembre 2018 a eu lieu une réunion au département en présence donc de notre vice-présidente chargée des affaires sociales, Madame Alexandrine Leclerc, du directeur des affaires sociales, M. Guérino, des deux conseillers départementaux, Mme Courroy et moi-même, Madame le maire de Fleury, pour envisager une autre solution permettant le maintien d'un EHPAD sur le canton de Fleury. La conclusion de cette réunion avait été actée par la ville de Fleury, avait acté que la ville de Fleury étudierait une solution alternative et tiendrait informer tous les participants à cette réunion, et en particulier les deux conseillers départementaux. Ce n'a pas été le cas pour les conseillers départementaux. En juillet 2019, le conseil municipal de Fleury a voté une décision pour faire réaliser une étude par un cabinet extérieur sur les diverses hypothèses de construction. Le débat du conseil municipal a été très difficile car la communication semblait avoir été défaillante. En novembre, le cabinet a présenté en commission générale les résultats en présence de notre directeur, M. Guérino. Nous, les CD, on n'a pas été conviés, c'est peut-être un peu dommage. Alors, à la suite, un conseil municipal a eu lieu le 5 décembre pour valider le principe de construction de l'EHPAD à Fleury. Madame le maire a affirmé n'avoir été informée qu'en juillet 2019 de la fermeture du CAPA, en contradiction avec tout ce que je viens de développer ci-dessus. Au lieu de recueillir des votes de soutien unanimes sur un sujet qui aurait dû être fédérateur, nous vivons depuis un mois une ambiance très négative. Je suis particulièrement touché que l'on ait pu mettre en doute mon engagement sur ce projet et je souhaiterais, Monsieur le Président, que vous rétablissiez quelques vérités et que mon action depuis de nombreuses années ne soit pas présentée comme un échec, mais que l'on puisse, un échec qu'on puisse m'imputer. C'est terminé? Excuse-moi. Oui, donc effectivement. Donc d'ailleurs, je vais venir ce soir au conseil municipal de Fleury pour nous présenter le projet, mais le soutien du département dans cette action, puisque évidemment, dès l'instant où on parle de personnes âgées et d'EHPAD, le département est toujours aux côtés de l'ARS. Mais effectivement, donc moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une décision prise par le conseil municipal de Fleury, qu'elle soit unanime si possible. Alexandrine, peut-être.
Michel Bréfy, je vous rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui revient de façon récurrente au sein de nos sessions. Les sessions sont publiques, il y a eu de nombreux articles déjà dans la presse à ce sujet, et donc ce projet d'EHPAD, de la fermeture de 2 maisons et d'un nouvel EHPAD qui sera de toute façon sur le canton de Fleury, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de juillet 2019. Hein. Et je vous rejoins sur le fait que vous avez effectivement soutenu ce projet depuis le départ et que nous-mêmes, l'Assemblée départementale, on suit aussi ce projet d'EHPAD. Maintenant, ça fait plus d'1 an que nous sommes en lien avec la commune de Fleury-les-Aubrais pour accompagner le projet justement d'un nouvel EHPAD sur la commune de Fleury. J'espère bien évidemment, alors des décisions vraisemblablement auraient pu être prises il y a quelques mois déjà. Maintenant, on peut espérer, et j'espère vivement, que le conseil municipal de ce soir actera enfin la reconstruction sur la commune de Fleury d'un EHPAD. Bien, je pense que nous sommes tous d'accord, au moins ici, il y a 100% d'élus qui sont d'accord. J'avais Frédéric Neyraud, qui a patienté depuis très longtemps. Bien, Monsieur le Président, vous avez évoqué dans votre intervention ce qu'il est convenu d'appeler le pacte de Cahors, qui n'a de pacte que le nom. Hein. Moi, je voulais dire que je partage totalement votre appréciation et puis les mots que vous avez eus à cet égard, et je pense qu'il faut effectivement continuer d'en parler. Enfin, personnellement, je ne serai jamais de ceux qui considèrent que sur le sujet, la messe est dite, que la cause est entendue, d'autant que cette contractualisation, on ne sait pas encore finalement quel est son avenir. Quand nous avions eu un débat sur le sujet, au moment où l'actualité y obligeait, j'avais parlé d'hérésie et je n'ai pas changé d'avis parce que cette fausse contractualisation est en totale contradiction avec les lois de décentralisation. On assume facilement en France des grands paradoxes parce que, à ma connaissance, la loi du 2 mars 1982, dite loi Defferre, est toujours en application. Or, elle prévoit la libre administration des collectivités locales, elle prévoit l'absence de tutelle de l'État sur les collectivités locales, leur autonomie financière et fiscale. Bon, on voit bien que la contractualisation et d'autres mesures qui ont été prises dans le domaine fiscal sont en totale contradiction avec les principes fondamentaux de la décentralisation. Et je dois dire que j'étais heureux d'être parmi les élus départementaux qui étaient présents à Bourges, parce que même si en général je ne suis pas favorable à la politique de la chaise vide, je pense qu'il y a des moments où il faut effectivement marquer fortement la désapprobation par rapport à un comportement de l'État totalement irrespectueux à l'égard des collectivités locales. Donc vous l'avez dit, cette norme, elle est complètement absurde, elle ne tient compte ni des recettes, ni des efforts de gestion. Elle est uniforme, donc elle ne tient absolument pas compte des particularités qui existent d'une collectivité à l'autre. Et puis, je crois qu'on est tous convaincus, parce qu'on est tous, on est ou on a été responsable de collectivités, que vraiment les élus en France n'ont pas de leçons à recevoir de l'État en matière de gestion. Les collectivités locales qui sont en difficulté aujourd'hui, si elles le sont, c'est parce que l'État n'a pas tenu ses engagements. Et quand je porte cette appréciation, je ne vise pas le gouvernement actuel, bien évidemment, mais tous ceux qui l'ont précédé de longue date, qui ont transféré des charges sans arrêt aux collectivités sans compensation.
etc. Donc je pense que les élus sont suffisamment responsables pour comprendre qu'il faut effectivement maîtriser les dépenses de fonctionnement et qu'il n'y a pas besoin de ce genre de dispositif assorti en plus de sanctions, ce qui montre quand même bien le niveau où on est arrivé par rapport au respect de la décentralisation. Voilà, donc moi je tenais à intervenir sur le sujet parce que je crois qu'il faut continuer d'être dans un esprit de résistance à l'égard de cette recentralisation qui, encore une fois, a commencé de longue date. Et je crois qu'il faut que les élus continuent de dénoncer cette méthode de contrat léonin, même s'ils seront, sans aucun doute, une fois de plus, les bons élèves d'un mauvais maître. Oula. Bon, effectivement. Oui, bien sûr. On a parfois l'impression qu'au gouvernement, ils confondent décentralisation et déconcentration. Et dans déconcentration, il y a au contraire recentralisation. Allez y comprendre. Mais quand on déconcentre les services de l'État, la recentralisation n'est pas loin. Voilà. Donc, non, oui, effectivement, il y a un non-sens ou, je ne sais pas, une hérésie, comme vous dites, à ne pas prendre en compte les recettes. On a ainsi une recette qui pourrait être attendue par la CNSA, une recette extrêmement importante où le département jouerait le rôle d'une boîte aux lettres finalement pour financer les SAD sur le territoire. Et on se pose la question, on se dit plus de 500 000 euros qui risquent d'arriver, qui pourraient arriver dans les caisses du département pour être ensuite décaissés pour venir au profit des SAD. Mais le problème, c'est que ça nous fait des dépenses. Et ces dépenses-là, elles viennent justement charger la section de fonctionnement. Et lorsque je demande au préfet de savoir si il y a bien un retraitement de cette dépense-là, il ne peut pas nous répondre aujourd'hui. Il dit a priori non. Donc c'est la raison pour laquelle notre sénateur Hugues Saury va, je l'espère, poser sa question bientôt pour qu'on ait une réponse très claire de la DGCL, en tout cas du ministère alors je ne sais pas quel ministère répondra, ce sont les finances, si c'est Darmanin ou un autre. Oui, mais effectivement, c'est complètement un non-sens. Et puis le contrat de Cahors, bon, voilà, il se termine là, mais est-ce qu'en 2021, il y en aura un autre? Allez savoir. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Oui, Jean-Luc Riglet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors je ne souhaitais pas intervenir, mais on parle d'Ozoir-sur-Loire qui fait partie du canton de Sully. Donc Lynn et moi, évidemment, suivons ce dossier de très près. Je vous rappelle juste qu'il y a eu, pour amener ces enfants à Ozoir, il y a eu des réunions de concertation avec les riverains et les élus, et les élus du département, évidemment, dont le président qui s'est déplacé. Ce n'a pas été chose facile, puisque lors de ces réunions, quand on nous parle éventuellement de problèmes qui pourraient s'y passer, nous, on était en train de leur parler d'humanité. Donc c'est vrai qu'il y a eu un choc un petit peu compliqué, mais toutefois, nous avons réussi à faire passer le message, et les élus de l'Ozoir donc ont joué le jeu. À aujourd'hui, les riverains et la population en général donc ne voit pas trop de problèmes arriver, donc c'est déjà un bon point. Bon, à l'intérieur, nous savons tous, et là ça a été dit, que ce n'est pas parfait, et avec Lynn, nous travaillons sur d'autres solutions pour améliorer en tout cas les conditions à l'intérieur, par l'immobilier, etc. Donc ça, on est dessus pour trouver des solutions, et on fera en sorte que ça arrive assez vite. Je voudrais également dire que tout à l'heure, Nathalie, elle n'est plus là, mais Nathalie parlait des enfants qui devaient être transportés à Orléans. Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, ça fait à peu près 40 ans que c'est comme ça sur notre territoire. Et les enfants qui se lèvent à 5h ou 5h30 pour prendre le bus pour aller travailler. Alors, bien sûr que c'est pas, évidemment, on le sait, que ce n'est pas la panacée. On avait demandé à ce qu'il y ait un lycée sur notre territoire. Bon, il sera à Châteauneuf, ma chère collègue. Bien, ça va, c'est à 15 km, sauf que c'est pas sûr que nos enfants pourront y aller, puisque ça sera a priori pour désengorger les lycées d'Orléans. C'est un autre sujet. En tout cas, cette problématique, on la connaît bien. Voilà. Et puis, chers collègues conseillers départementaux, quand vous venez sur notre canton, n'hésitez pas à nous le dire. Vous serez vraiment accueillis avec plaisir. Mais vraiment, je le dis sincèrement, et on aurait même pu faire la visite ensemble si vous le souhaitez. Enfin, vraiment, je le dis tout à fait chaleureusement et sans a priori. Hein. Voilà, je prends des pincettes. Mais simplement de nous le dire, et puis on aurait peut-être pu le faire ensemble. Voilà, ça aurait été sympathique, on aurait peut-être plus de poids. Voilà, simplement. Merci à vous. Bon, c'est dit quand même, quoi.
Il l'a dit, mais il ne l'a pas dit. Bon, y a-t-il d'autres remarques sur... d'autres interventions, pardon, pour cette matinée Non. Donc je vous propose de clore cette matinée d'échange. Je vous propose, alors pour les commissions intérieures, elles peuvent se réunir si elles le souhaitent. Ensuite, nous avons le déjeuner à la Bretonnerie. Il y aura le déjeuner avec la presse pour les présidents de commission et le rapporteur du budget. Et puis reprise des travaux à 14h30 ici. Et nous déroulerons les rapports, à commencer par les rapports de la commission A. Et ensuite, demain matin, nous reprendrons à 9h30. Mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Je vous dirai ce soir le planning. 9h, puisqu'il y aura l'intervention de monsieur le préfet demain matin. Voilà, donc merci à vous. Il y a A, B, C. Cet après-midi, on déroule tout ce qu'on peut jusqu'à... on se donne peut-être 18h ou... Voilà. Hein, OK, ça marche. Commission E.